Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Le premier texte que nous feuilletons ce soir, il est celui de Jean-Claude Awono, à hauteur de 100. Jean-Claude Awono est né en 1969 à Sao, au Cameroun. Professeur de lettres, poète, critique littéraire, directeur des éditions Ifriqiya, président de la Ronde des poètes et du Festival international de poésie des 7 collines de Yaoundé. Il est aussi chef traditionnel en pays Gounou, arrondissement d'Ombessa, dans le Mbami-Inubu. Il a une grande expérience internationale comme poète et éditeur, ayant participé à de nombreux festivals de poésie et salons du livre en Europe, en Amérique aussi, en Chine et dans divers pays d'Afrique. Médaillé du mérite camerounais, il est en 2011 lauréat du prix international de poésie de Bretagne, réuni en France. En 2019, il remporte le prix international de poésie David Diop, décerné par l'Association des écrivains du Sénégal. Et en 2020, il est lauréat au Québec du prix international de poésie Fernando d'Almeida. Ses poèmes, publiés dans plusieurs anthologies, revues et sites internet dans le monde, ont été traduits, entre autres en anglais, en roumain, en créole, en chinois et même en breton. L'ouvrage Jean-Claude Awono, critique de la raison poétique, publié en 2017 par les universitaires Jean-Marcel Essienne et Isidore Bikoko, rassemble des réflexions très fouillées sur son œuvre poétique. Le point littéraire, l'entretien. Accueillons à présent l'auteur invité, Jean-Claude Awono. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques, merci de me recevoir une fois de plus dans ce magnifique studio. Ça fait à peu près un an. Ouais. À peu près un an qu'on s'était rencontrés pour la présentation d'un texte et aujourd'hui c'est un autre à hauteur de 100. Ouais. On vous reçoit sur la casquette, avec vos casquettes auteur, mais vous cumulez avec vous les titres de Sa Majesté, puisque chef traditionnel, les titres d'éditeur, mais également d'enseignant de français. C'est assez facile de cumuler l'ensemble des exercices à faire? Ben, c'est pas très facile. C'est ce que, parlant de Francis Bébé, on avait parlé de l'homme orchestre. Donc, c'est pas facile d'avoir tant de choses orchestrées en même temps et tant de possibles et d'expressions rassemblées en un individu. Je crois que il vaut mieux être dans une spécialisation et approfondir plutôt que d'être dans une explosion de choses. C'est pas facile à porter. Est-ce qu'il faut craindre lorsqu'on voit à hauteur de 100 ce texte de poésie? Ouais, sans doute, le sang. Parce que le sang, c'est souvent c'est quelquefois la limite. Le sang, c'est ce qui est frais. Le sang, c'est ce qui rebute. Ouais. Mais en fait, il ne s'agit pas de ce sang-là. Hein. Ouais. Moi, je considère le sang dans ce livre comme étant la racine, comme le pivotement de la vie, comme ce qu'il y a d'essentiel à tout ce qui rend possible l'existence. Ouais. Ouais, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Vous savez, quand on nous dit vous êtes de sang royal, vous êtes de sang noble, ce genre de choses, ou alors vous êtes de tel sang. Je crois que cela participe de l'identité d'un être humain. Et tout ce qui est dit dans ce livre, je le dis à hauteur de ma vérité la plus profonde. Oui. On a comme l'impression qu'ici, l'auteur, le poète que vous êtes, s'ouvre entièrement. Absolument. Je crois que j'essaie de m'ouvrir sur un certain nombre de problématiques sur lesquelles j'étais peut-être resté silencieux dans les autres publications. C'est surtout ma relation avec ma terre qui est, je crois, l'une des lignes de force, l'une des lignes essentielles de l'écriture dans ce texte-là. Oui. C'est quoi ma terre? C'est quoi le Cameroun? Quel est le sens que ce pays a pour moi? Oui. Quel est le sens que moi j'ai pour ce pays-là? C'est essentiellement cela. Et évidemment, bien d'autres questions aussi qui sont ouvertes sur
ma relation avec d'autres terres d'Afrique. Oui, d'autres pays sont cités. Voilà, et bien d'autres. Et puis en même temps, le texte est divisé en parties. Oui. Vous allez constater que c'est 3 parties. Oui, c'est quand même particulier. Hein. Ouais, on ne démarre pas directement par une préface comme d'ordinaire. Tout à fait. Ici, on démarre avec un dialogue oui. d'outre-tombe. Oui. Là, c'est quelque chose quand même qui est, je crois, particulier. Et ceux qui l'ont lu me l'ont fait remarquer. Parce que le recueil démarre avec une sorte, ce que j'ai choisi d'appeler dialogue d'outre-tombe. Oui. Lorsque Fernando d'Almeida mourait, il y a de cela 3-4 ans déjà, avant qu'il meure, il m'avait adressé un questionnaire sur des problématiques se rapportant à la poésie, à la vie, à l'existence de manière générale. Et il avait espéré que je donne des réponses pendant son vivant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il est mort avant que je n'ai eu le temps de répondre à son questionnaire. Oui. On voit bien tout de suite d'entame que le livre s'ouvre par des notes de Mvet. D'abord, des instruments de musique traditionnels. Tout à fait. Il se ferme plutôt. Oui. Il y a ce que j'appelle à la fin la danse des instruments. Oui, la danse des instruments. Et il s'est inspiré d'un livre que j'ai vu qui avait été produit avec le soutien du ministère des Arts et de la Culture. Donc c'est un brave Camerounais qui a longtemps vécu en Côte d'Ivoire et puis qui est revenu ici et qui a donc rassemblé en fonction des airs culturels du pays des instruments de musique. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un très beau travail. Ce que j'ai décidé de faire, c'était de voir dans quelle mesure moi je pouvais articuler une expression poétique, une récupération poétique de cette orchestration instrumentale faite par ce Camerounais très féru de traditions africaines profondes. Oui. Alors, il y a surtout l'approche méthodologique qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on commence avec quelques textes. Un peu plus tard, on peut tomber sur l'annexe. On fait face à quel type, ou bien c'est un type propre à vous, vous tentez de donner une nouvelle dynamique à votre poésie. Non, il y a un ordonnancement qui est loin d'être quelque chose d'exceptionnel. C'est plus ou moins classique. C'est-à-dire que vous avez d'entrée de jeu ce que je considère comme des textes d'escorte. Oui. C'est-à-dire d'escorte, d'accompagnement. Oui. Parce que vous avez le cœur du texte, le texte est central. Maintenant, il y a un certain nombre de textes qui pivotent tout autour, qui peuvent être en introduction ou alors après le texte. Donc, nous avons 2 textes d'escorte liminaires, si vous voulez. Oui. Le dialogue d'outre-tombe avec Fernando d'Almeida. Et puis, ce que je choisis d'appeler là-bas, je crois, je ne sais plus comment j'ai choisi encore d'appeler cela. En tout cas, c'est une réflexion sur, j'appelle ça avant-propos de poésie camerounaise, profondeur et prouesse. Oui. Donc, c'est un peu ça, les textes d'escorte. Maintenant, il y a les textes proprement dit, le livre proprement dit, qui est organisé autour de 3 parties. Parole vivante, parole impressive, il y a également parole expressive et enfin la danse des instruments. Oui. Et à la fin, nous avons une annexe qui est en fait constitué d'un texte qui appartient à la ronde des poètes. Oui. Le manifeste de la ronde des poètes qui est exprimé ici avec toute sa vérité dans son entièreté. Il y a quand même une particularité, le fait que vous écriviez sans ponctuation. Oui. C'est une identité propre à vous? Non, c'est pas propre à moi. Je pense que ça commence avec des auteurs comme Guillaume Apollinaire. On s'en est inspiré lorsqu'il écrit son recueil, son texte qui s'appelle, j'oublie un peu le nom. Donc il avait d'abord ponctué au début et puis à la fin il avait déponctué le texte. Oui. Donc du coup c'était une voie qui était ouverte à une expression littéraire qui fait que au fond ce qui ponctue la parole c'est pas quelque chose de matériel. Oui. Dont la virgule c'est pas essentiel à la parole. Lorsque je parle, je ponctue, je rythme mon expression. Oui. Je n'ai pas besoin de dire, voilà, Jean-Jacques Foucault, virgule, viens me voir demain, etc. Je n'ai pas besoin de citer la virgule. Donc la virgule articule ou alors marque de manière matérielle une pause qui est consécutive, qui est consubstantielle, voilà le mot,
à l'expression verbale. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Pour donner quand même un petit aperçu de l'interview d'Outre-Tombe, il y a quand même quelques éléments de réponse. Est-ce qu'il y a eu une certaine dynamique depuis lors? Lorsque par exemple vous répondez aux questions, vous dites vous-même que vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous écrivez? J'écris parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. En tout cas, dans cette première partie du livre. Parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées par Fernando d'Almeida, qui est un excellent poète, qui à l'époque était un grand poète, c'est le maître. Alors, il m'a fait le privilège de m'adresser un questionnaire. Et donc, j'étais encore dans la rumination de ce questionnaire lorsqu'il a rejoint l'Olympe, lorsqu'il s'en est allé, lorsqu'il est mort. Donc, je pense que mon devoir, c'était de donner des réponses à ces questions. Et elles sont parties, elles sont nées de moi après que Fernando d'Almeida soit décédé. C'est pour ça que je parle d'entretien d'outre-tombe. Donc, et là, vous dites ceux qui vous ont inspiré, vos auteurs qui vous ont marqué, ce qui vous a poussé à prendre la plume. Absolument, je les évoque, je pense notamment à la québécoise qui a écrit un très très beau livre. Elle a écrit un roman, Kamouraska, ainsi que beaucoup de textes poétiques. Donc, quand j'étais à l'université, c'est l'un des textes qui m'ont le plus marqué. Maintenant, il y a les autres que je cite là-dedans. D'ailleurs, des poètes camerounais, de race, René Philombe, Fernando d'Almeida lui-même, Patrice Caillot, parce que je considère qu'on ne peut pas se définir comme écrivain qui appartient à un contexte et qu'on se définit dans ce que je peux appeler la déloyauté de l'aliénation. Parce que l'aliénation consiste à faire quoi? À ne citer que des textes des auteurs d'ailleurs. Et on est fiers, on se gargarise de se réclamer des auteurs, je ne sais pas, de France, de partout. C'est bien. Sans pouvoir connaître les fondements, les racines même ici en Afrique. Quand je reçois un jeune auteur, puisqu'ils sont nombreux qui viennent vers moi, je m'arrange toujours à leur poser des questions sur la relation qu'ils ont avec leur propre histoire, avec leur propre environnement de la parole, avec des auteurs du terroir. Qui est-ce qu'ils nous ont lus? C'est très important. Il y a, on peut dire que le livre a également une valeur historique, puisque vous retracez effectivement les grands moments de la ronde des poètes. Tout à fait. Vous, aujourd'hui, en tant que président de la ronde des poètes, et cela fait quand même un moment, est-ce que vous dites qu'on est dans une pente ascendante ou descendante au niveau de la production? Au niveau de la production, je ne pense pas que nous soyons dans une pente descendante. Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais allé jusqu'en Chine. Et là, j'ai vu ce que les Chinois font. J'étais dans d'autres pays, au Canada et tout. J'ai vu ce que les gens font là-bas. Et je vois ce que les gens font au Cameroun. Et voyez-vous, par exemple, dans le cas des éditions Ifriqiya, où j'anime une collection qui s'appelle collection Ronde. C'est vraiment des textes majeurs d'auteurs camerounais qui sont parus là-dedans. Véritablement, je pense que la poésie camerounaise, à défaut de rester, de stagner, elle progresse, elle mûrit, elle gagne en maturité dans l'expression, dans la production, dans la qualité, quoi. Elle ne régresse pas. On a l'impression que dans cet ouvrage, dans ce texte de poésie particulièrement, vous vous ouvrez, on le disait totalement. Vous parlez de votre père parti, vous revenez aujourd'hui sur le type de relation que vous aviez avec lui, ainsi que la relation avec votre mère. L'auteur s'ouvre totalement. Tout à fait, là c'est vraiment une ouverture. Mon père, il décède en 2016 et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une relation d'amour parfaite. J'aimais beaucoup mon père, à la différence de beaucoup qui parfois ont une relation litigieuse, parfois difficile avec les... Non, moi, c'est pas parce qu'il était bon, parce qu'il était quelqu'un de parfait, pas du tout. Il avait d'énormes défauts, mais je me fichais pas mal de ses défauts. Moi, ce qui comptait pour moi, c'était l'amour que je pouvais avoir. J'étais parti sur un slogan, sur une sagesse. Je dis, si un père réussit à être un père, échoue à être un père pour son enfant, mais l'enfant n'est pas obligé d'échouer d'être un fils pour son père. Il peut gagner la bataille
de l'amour pour son père, même si son père a échoué dans cette bataille-là, dans la bataille de l'amour pour son enfant. Donc voilà, donc je parle de mon père là-dedans, et je parle de son voyage vers l'au-delà. Oui. Parce que dans notre tradition, dans notre entendement africain profond, on ne meurt pas. Oui. On se déplace, on rejoint les ancêtres. Et mon père a rejoint dans les ancêtres, et puis je chante sa résidence éternelle qu'il a choisi de placer au bord de la route pour écouter les pas de son peuple. Il a dit, voilà, je dois partir, Oui. mais je dois avoir dans mes oreilles de l'homme d'au-delà les pas de ce peuple-là. Oui. C'est pour ça qu'il a décidé d'être enterré au bord de la route. Beaucoup lui en ont voulu un tout petit peu, mais c'était ça. Je crois qu'il avait ça. Donc je parle également de ma mère, une femme de chant, une femme extraordinaire avec un courage indicible. Donc des êtres comme ça, il ne faut pas les faire passer sous silence, il faut en parler. Oui. Il faut en parler. Je crois que la poésie commence d'abord par ceux qu'on aime, ceux qui vous aiment, ceux qui vous portent. Il n'y a pas de poésie au-delà de cela, de l'amour. C'est d'abord un acte d'amour, l'amour reçu, l'amour donné, Oui. l'amour qui se surpasse. À hauteur de 100, c'est également un voyage. Ouais. Vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest à travers l'écriture. Ouais. Vous faites découvrir des paysages nouveaux ou bien pas visités par l'ensemble des Camerounais. Ouais. Est-ce que c'est parce que l'inspiration vous vient dans un quart de transport et votre voisin vous prête le bic, le stylo? Est-ce que c'est parce que c'était d'abord là la base Ouais. que finalement on a décidé d'en faire un texte Voilà. qui nous permet de voyager? Écoutez, vous m'amenez à parler de l'histoire de ce livre, en tout cas en Oui. partie. Oui. Je suis invité à des journées scientifiques à l'université de Maroua par mon ami Clément Dili Palay, qui est maintenant le directeur de l'école normale supérieure de Maroua. Et voilà, contrairement aux autres fois où je suis allé par avion, Oui. je dois faire le voyage par bus. Oui. Alors c'est un peu éprouvant, mais en même temps c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça te laisse le temps de regarder. Le voyage ne se fait pas par avion. C'est pas par avion qu'on fait un voyage. Un voyage se fait par vélo, par moto, pour côtoyer bus, des gens, etc. échanger. Oui. Voilà, vraiment ces chaos de la voiture, parfois ces routes qui peuvent être plus ou moins cabossées, tous ces gens qu'on voit en passant, Oui. tous ces paysages, toute cette morphologie du relief, tout cela, Oui. c'est de la folie. C'est ça le Et voyage. voilà, c'est ça. Donc, et un poète, honnêtement, ne peut être fermé à tout cela. Donc, j'ai fait donc ce voyage du Nord et cela m'a permis de découvrir l'extraordinaire paysage du Cameroun, l'extraordinaire, pays qu'on appelle le Cameroun, Oui. avec surtout sa partie septentrionale où j'ai découvert une sorte de maintenance de cette partie dans une civilisation qui a disparu partout. Oui. Donc, il y a cela qui m'a vraiment frappé, ces cases que vous voyez, cette nuit obscure, et puis ces sortes de tentatives d'inscription de cet espace également dans la modernité, avec un peu de tôle, mais beaucoup de paille, avec un peu de modernité et beaucoup de beauté africaine ancienne. Donc, je crois que j'ai vu tout cela, et je me suis dit, mon Dieu, il faut que je sois capable de capter cela et puis de le dire dans un projet d'écriture. Oui. Et grâce à ce passager, vous faites bien de l'évoquer, ce passager que je ne connaissais pas, Oui. et qui était là au moment où l'inspiration était née, et qui avait accepté gracieusement de m'offrir son stylo. Et voilà, c'était parti pour une belle expérience qui aboutit à la production en partie de ce livre. Alors, le poète aime son pays. C'est ce qu'on peut dire. Ouais. Et le poète également appelle ceux qui ont divorcé d'avec leur pays l'essentiel. de revenir Ouais. au bercail. Et d'ailleurs, c'est un... Je pense que c'est d'ailleurs le texte de poésie, pas forcément, mais celui qui nous a le plus parlé. Tout à fait. Il faut dire, ton divorce prendra fin. Il dit, tu sais que ton divorce d'avec ton pays prendra fin. Tu sais que tu retrouveras un jour la chaleur de la maison. Longtemps tu as livré tes jours à la horde des querelles entre ton frère et toi. Il a planté la hache de la guerre et il a sonné le corps des haines avec des bombes. Tu as accru l'espace des tombes et le sang a giclé plus large que la mer, plus vaste que le ciel au large de l'horizon. Mais tu sais à présent que le divorce d'avec ton pays prendra fin
car du fond des âges surgit l'alliance qui te scelle à jamais à tes frères. C'est un peu pour évoquer peut-être la crise anglophone ou les difficultés. Il y a tout ça. Vous savez, au quotidien, nous avons des situations où nous montrons notre profond désamour avec notre pays. Oui. Nous le cassons, nous le tuons, nous le pillons, nous le corrompons. C'est pas acceptable tout ça. Oui. Ce n'est pas acceptable. Nous devons nous inscrire dans une relation de vérité avec soi-même, Oui. avec son frère, avec sa terre. Moi, c'est ce à quoi je crois. Du nord au Vraiment, sud de tous l'Est. les discours de haine, tous les discours de guerre, tous les discours qui peuvent aboutir au déchirement, à la hideur, à la fin des choses du monde, je ne m'inscris pas dedans. Je suis résolument quelqu'un d'attaché à sa terre, qu'il aime et puis qui ne comprendra jamais qu'un jour on puisse la casser, qu'on puisse attenter à sa terre, qu'on puisse... Ça passe pas. Alors le livre est disponible Ouais. et on peut le trouver à Yaoundé et partout. Voilà, on peut le trouver à Maroua, à Yaoundé, à Douala, à Yaoundé, ainsi que aux éditions Ifriqiya, où il est disponible dans tous les cas. Et pourquoi il faut absolument le lire? Eh bien, il faut le lire parce que un livre comme celui-ci rassemble quand même l'expérience de quelqu'un qui s'est, comment dire ça, qui s'est, je dirais pas abîmé, mais qui a consacré sa vie, presque toute sa vie, dans la cause politique. Et de telles luttes, de tels combats, il est bon quand même d'aller voir comment ça s'est forgé, comment ça a évolué, jusqu'où c'est rendu. Parce que ça commence quand même depuis mes années de lycée, que j'ai commencé à batailler dans le champ des mots, dans le champ de la parole, pour que la parole ait droit de citer dans notre pays, pour que la poésie soit toujours là, lorsque les gens sont assis, pour qu'elle ne se perde jamais. Votre texte préféré dans ce recueil? Ben, je peux pas dire que j'ai un texte préféré. Je peux prendre toujours celui qui tombe sous mes yeux, qui s'appelle Garoua Boulaye. Oui. On veut l'entendre quand même de votre bouche. À la révérende sœur Tadé Frakiewicz et à Ismaël Nandebo. À l'aller comme au retour, la nuit floutait Garoua Boulaye sous ses robes impénétrables. Seules des miettes de lueur me firent goûter à cette étrange ville, postée sur les routes de l'Est, si loin de Garoua. Qui donc était Boulaye, qui faisait jumeau au nom de cette ville inconnue? Était-ce un guerrier ou un pâtre? Était-ce un nom d'homme ou de femme, ou un village résolu à montrer son visage plus haut que celui d'autres villages? Était-ce une colline ou un lac, un rocher ou un lion, ce Boulaye qui s'est dérobé à ma vue? La nuit jalouse me cachait la couleur de sa terre, le visage de ses femmes, la hargne de ses hommes, la saveur de ses champs, le son de ses eaux, la folle obscure empêchant un fils du pays de donner de l'épaisseur à sa géographie. Le bus s'éloigna et Garoua Boulaye garda intact son mystère. Merci Jean-Claude Dawono d'être passé à Royal FM, nous parler de À hauteur de sang, avec cette statuette particulière quand même en première découverture. Merci et je suis très heureux d'être là en même temps que Christophe Moifo-Torchon, qui est un jeune poète que je découvre dans un parfait ouvrage, À l'écho de ta beauté. Justement, À l'écho de ta beauté, que nous découvrirons tous ensemble avec les auditeurs dans quelques minutes.